Salut Yasmine, Bonjour. comment vas-tu? Mais écoute, très bien, très heureuse d'être là. Trop bien. Et ben moi je suis très contente de te recevoir et j'ai hâte d'en savoir plus sur ce que tu fais. Donc vous allez voir les filles, c'est un petit peu un sujet plus compliqué que d'habitude, mais passionnant et hyper intéressant. Mais bien avant tout, on va parler de toi, de ton parcours, de ton histoire, de ton mindset. Ça aussi, ça nous intéresse énormément. Donc est-ce que tu peux te présenter Yasmine dans un premier temps en quelques mots? Bien sûr, alors donc je m'appelle Yasmine Ouedi, je suis CEO et fondatrice donc, de deux sociétés. Le Risque Summit, qui est un événement business to business autour de la gestion des risques et de la cybersécurité, et Risk Intel Media, qui est un média spécialisé en gestion des risques et cybersécurité. Alors là, tu as perdu la moitié de mes auditrices. Donc, non, je plaisante. Donc, quand tu parles de cybersécurité, etc., est-ce que tu peux un petit peu décrypter rapidement de quoi il s'agit exactement, de quoi on parle? Bien sûr. Alors, il faut comprendre qu'aujourd'hui, on digitalise de plus en plus de nos services, on est de plus en plus en ligne, on utilise des téléphones, on utilise des ordinateurs, et tous ces outils ont des risques, ce qu'on appelle donc les risques numériques ou les risques en cybersécurité, puisqu'il y a des potentialités d'attaque qui peuvent venir récolter soit des données personnelles, soit vous faire du ransomware, c'est-à-dire qu'on va vous bloquer l'accès à certains outils, en échange de quoi on vous demande une rançon. Donc, il y a pas mal de risques qui sont liés à cet univers numérique. Et nous, on sensibilise justement à ces risques-là, puisqu'il faut que le public puisse en prendre conscience dans la mesure où, à partir du moment où on a un téléphone, où on a un ordinateur, on est exposé. Concerné. Exactement. Depuis combien de temps tu fais ça? Alors, j'ai commencé à la base en tant que consultante en cybersécurité, ça fait 6 ans. J'ai fait ça pendant 4 ans et demi. Donc, en fait, je travaillais dans des sociétés dans lesquelles je travaillais en cyber. Il y avait des missions différentes, hein. J'ai fait ce qu'on appelle de l'implémentation ISO 27001 au départ. Donc, c'est vraiment toutes les bonnes pratiques en matière de cybersécurité. Je préparais des audits. Par la suite, j'étais responsable en fait de la sensibilisation au sein d'un groupe. Donc là, je sensibilisais l'ensemble des collaborateurs worldwide. Donc, on avait la France, mais d'autres pays. Et après, j'ai été directrice des partenariats pour un groupe en cybersécurité. Et je me suis aperçue, et c'est là où un peu mon aventure a commencé, qu'on avait vraiment une approche de la cyber qui était très IT. C'est-à-dire qu'on parlait complètement. de ce sujet de façon très technique, Complètement. ce qui est quelque part dommage parce que la cybersécurité, comme je le disais, non seulement concerne tout le monde, mais au sein, par exemple, d'une entreprise, elle concerne également tous les services. Il y a différents risques qui sont liés à la cybersécurité. C'est pas juste le vol de données, ça va pas être juste des risques financiers, mais on a aussi des risques réputationnels, on a des risques psychologiques sur les collaborateurs. On a un ensemble de risques qui fait qu'aujourd'hui, j'estimais, en tout cas à l'époque, et j'estime toujours, qu'il était important que tout le monde puisse en parler avec une approche qui soit transverse. Et c'est pour ça d'ailleurs, et c'est comme ça que j'ai commencé mon aventure dans Risk Intel Media et par la suite au sein du Risque Summit. C'est toi qui as créé Risk Intel Media? C'est ça. Ok. Donc, tu es donc salariée, consultante dans cette entreprise pendant X années. Tu réalises qu'effectivement, la manière dont on communique sur la cybersécurité est soit trop IT, soit inexistante. Enfin, inexistante, on va dire, pour le commun des mortels, quoi. En tout cas, on parle pas le même langage, on va dire. C'est ça. Et donc là, tu te dis, OK, je vais créer un média dans lequel je vais décrypter tout ça. Exactement. Alors, ça, c'est la finalité, on va dire. Ça n'a pas commencé comme ça. OK. Et Alors, on veut tout savoir. Et c'est là où, quand on me pose la question comment ça a commencé, je dis toujours c'est un grand hasard. Ok. Comme quoi, c'est un grand hasard. Tu trouves que c'est un hasard? Ah, quelque part, oui. Vraiment, je vais te raconter, toi, tu me diras. Ok, Tu me diras ce que tu en penses. Hein. Et vous nous direz, vous, à distance, en tout cas, ce que vous en pensez. Initialement, je me suis dit, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une page LinkedIn. Donc, j'ai fait une page entreprise qui s'appelait Risk Intel. Et d'ailleurs, à l'époque, ça s'appelait même pas Risk Intel, ça s'appelait Risk Intelligence. C'était un truc hyper long, c'était pas du tout sexy. Mais c'était une page LinkedIn dans laquelle, tous les jours, j'étais en train de partager de l'actualité que j'avais trouvée un peu à droite à gauche, c'est-à-dire des articles en cybersécurité. Mais je faisais attention à avoir une approche transverse, c'est-à-dire un impact qui soit réputationnel, quelque chose de juridique, réglementaire. Donc, vraiment d'avoir cette approche transverse. Et j'ai fait ça pendant 4 mois. Donc, je publiais tout simplement et je communiquais sur de l'info. Et au bout de 4 mois, je me suis dit, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire une table ronde à distance. C'est-à-dire que je vais inviter 4-5 experts et je vais leur demander tous de s'exprimer et je vais faire en sorte que chacun représente un secteur différent ou en tout cas une activité différente. Donc, on avait quelqu'un qui représentait la cybersécurité, on avait un militaire, donc on avait plutôt quelque chose de très régalien. Wow. On avait quelqu'un du secteur privé, on avait quelqu'un qui travaillait dans la sécurité physique. Donc là encore, on n'est pas dans la cybersécurité, dans la sécurité physique, c'est complètement autre chose. Et je me suis dit, on va les réunir autour d'une thématique et on va en discuter. Et donc, je lance ça, je fais une communication pendant 3 semaines pour inviter les gens à s'inscrire. Et là, on a 1000 participants. C'est énorme. C'est énorme. Voilà, c'est quand même énorme sur un sujet qui est de niche. Comment tu expliques le fait que tu tu aies eu 1000 participants? Je pense que le thème a plu. Le pire, c'est que je me souviens plus du thème. Il y a 3 ans. Ah non, tu peux pas nous faire ça. Mais je sais qu'il avait plu et je pense que c'est un peu l'essence de Risk Intel, c'est-à-dire cette approche transverse. Cette approche où on va ramener autour de la table différents profils. Typiquement, hier, moi, j'ai fait une émission que j'ai trouvée passionnante parce qu'on parlait de la psychologie et de la cybersécurité. J'ai lu un post là-dessus où tu dis que donc, les psychologues font des recherches pour étudier
comment pensent les hackers? Exactement, parce qu'aujourd'hui, il y a eu des études pour essayer de montrer quels sont les profils des hackers. Est-ce qu'il y a un profil type exactement un peu comme Criminal Minds. Non, mais j'adore. Ouais. Typiquement, Criminal Minds, dans les années 60, on n'imaginait pas les serial killers comme on les connaît aujourd'hui. On n'arrivait pas à avoir un profil psychologique de ce type de criminels, qui sont quand même très particuliers. C'est pas des crimes d'opportunisme. On parle de gens avec toute une comment dire, un background, une histoire, des manières de réfléchir et des mécanismes de pensée particuliers. Et ben c'est un peu pareil avec les hackers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des études, des psychologues ou d'autres qui sont en train de travailler sur comment mettre en place en fait un profil psychologique des hackers. Qui ils sont, qu'est-ce qui les motive. Et au-delà de ça, donc on a le profil psychologique par exemple des hackers, mais on a également en fait l'impact psychologique des collaborateurs, parce que on n'y pense pas assez souvent, mais quand une société se fait hacker, quand elle se retrouve dans une situation compliquée de cette nature-là, et que les collaborateurs par exemple voient dans les médias des gros titres d'articles pour dire que la société s'est fait hacker, que telle donnée a été leakée, que des mails sont à l'extérieur, que eux-mêmes ne peuvent pas avoir accès à leur ordinateur, leurs clients, leurs mails, que sais-je. Il faut comprendre qu'il y a aussi un choc de la part du collaborateur. C'est pas une situation qui est facile. Complètement. Et aujourd'hui, on n'en parle pas aussi assez de cet impact psychologique sur une personne qui a subi ce genre de crime. Et justement, quand on avait fait cette émission-là, on avait avec nous une psychologue qui était spécialisée sur cette thématique-là et qui nous avait même expliqué que c'était tout aussi violent, en tout cas vécu par la part de la victime, que quelqu'un qui vient vous cambrioler. Parce qu'en fait, quand on vous vole des photos qui sont personnelles, quand on vous vole des mails qui sont personnels, qui n'ont pas été écrites dans un but d'être lus par d'autres personnes, il y a une violation de votre intimité qui est incroyable. Et donc la personne qui se retrouve dans cette situation-là, oui, on est dans une situation similaire à un cambriolage. On rentre chez vous, dans votre intimité, dans un endroit qui n'était pas censé être vu et perçu par d'autres, on vous vole quelque chose et on l'expose. Et donc l'objectif typiquement de l'émission, c'était vraiment de mettre en lumière cet aspect-là. C'est-à-dire que la cybersécurité, oui, c'est des vols de données, oui, c'est des ransomware, oui, c'est des attaques techniques avec de l'IT derrière, mais il y a des humains aussi dans le process, et il y a des impacts psychologiques qui vont au-delà en fait de ce qu'on peut s'imaginer. Donc je pense que c'est cette approche-là aujourd'hui qui a vraiment plu à notre communauté, puisque aujourd'hui on a une communauté qui nous suit, qui est très intéressée par les thématiques qu'on traite, cette approche transverse. Je pense que c'est un peu ce qui a joué sur ce premier succès-là. Et donc ce succès a fait que je me suis dit, allons-y, j'en fais un deuxième le mois d'après, un troisième, un quatrième. Et au bout du 5e, je reçois un coup de fil d'une société qui me pose la question, qui me dit écoutez, comment on peut faire pour faire un partenariat avec vous ? On serait hyper intéressés pour sponsoriser un thème, un sujet, en discuter. Superbe. Et on me demande un prix. Et en fait, honnêtement, j'ai répondu du tac au tac. J'ai donné le premier truc qui me donnait. J'ai dit oui. J'ai donné le premier chiffre que j'ai eu en tête, alors qu'en réalité, au départ, moi, je le faisais vraiment par passion, parce que j'aimais ça et je ne pensais même pas ni en faire un métier, encore moins une société. Et donc, l'entreprise accepte. Je suis donc obligée de créer une société pour pouvoir facturer. Oui, tout à fait. Et vraiment, ça se fait à partir de là, ça s'enchaîne. Donc, on se dit qu'il faut se professionnaliser, on grossit, on développe les formats, on devient beaucoup plus... Le départ, c'était en quelle année ? Le départ, c'était en 2021. Ok. En 2021. En septembre 2020, je crée la page LinkedIn. En janvier 2021, on a la première émission, mais gratuite, juste par passion. Et en juin 2021, on a le premier client. Extraordinaire. Quand tu dis « on », c'est que tu étais déjà avec d'autres personnes ? Alors, c'est vrai, ça, c'est très intéressant ce que tu me demandes. Pendant très longtemps, j'ai toujours parlé à « on ». Mais tu sais quoi, c'est marrant, je le fais aussi, je suis solo. Voilà. Enfin, j'ai des finances. Non, mais c'est vraiment ça. Alors, non, au début, j'étais toute seule. Aujourd'hui, heureusement, et de toute façon, je pourrais pas faire autrement, je suis très, très bien entourée. On a une équipe de gens hyper passionnés, hyper compétents. Et on pourra en parler un petit peu plus tard. Mais non, au départ, j'étais toute seule. Et je me souviens, un jour, j'étais avec un client et je faisais le « on ». C'est Et en fait, c'est en anglais la réunion. Et à un moment donné, il me pose la question, il me fait « mais c'est qui on ?» Et honnêtement, j'ai été transparente. Je lui ai dit « me and my multiple personalities ». Et on a rigolé. Mais oui, au départ, je disais « on ». Je pense que c'était aussi une façon... à mon avis, il y a vraiment une question à se poser. Pourquoi on a ce « on » ? Est-ce que les hommes se le disent ? Je ne sais pas. Oui, c'est ça. Oui, on se sent... Peut-être que ça nous rassure. Ouais, ça nous rassure. Je pense que ça nous rassure. On a l'impression d'être moins seul. On a l'impression de renvoyer une image peut-être de sérieux. Mais je suis pas certaine que quand un homme est seul, il dit le on. Ça, c'est une bonne question. C'est une excellente question que je me m'étais jamais posée. Et effectivement, peut-être que non. Peut-être que Mais voilà, c'est vrai que moi, à l'époque, en tout cas, je disais on et jusqu'à maintenant, je continue à dire on, alors que la première année et demie, j'étais toute seule. Et après, effectivement, j'ai fait de très, très belles rencontres. J'avais aussi des gens autour de moi qui m'ont rejoint.
ma sœur, mon conjoint. C'est pas vrai. Ouais, moi, Donc c'est vraiment c'est un family truc de famille. business, quoi. Absolument, c'est un truc de famille. Et donc à partir de là, effectivement, on a grossi le projet, on s'est agrandi, donc on est devenu un vrai on et pas un faux Oui. on. Et on a professionnalisé le format, donc on est passé de quelque chose qui était entièrement en ligne. Moi, j'utilisais du Livestorm, ce qui est pas très joli en termes de qualité d'image ou de son, D'accord. à avoir une régie qui se déplaçait chez un partenaire, un client, D'accord. pour pouvoir le filmer, à aujourd'hui avoir nos propres studios. C'est pas Donc, vrai. Génial. Alors, quand je dis nos propres studios, ils nous appartiennent pas, mais on le fait dans un studio, Ah. on est en partenariat avec un studio. D'accord. Et on le fait donc dans un cadre quand même qui est très professionnel, avec un Absolument. rendu visuel et sonore qui n'a rien à voir avec les débuts, quoi. Que j'ai vu, et donc c'est un plateau télé. Et absolument, c'est un plateau télé. C'est comme ça qu'on l'a construit d'ailleurs. Nous, on avait vraiment envie d'avoir quelque chose qui se rapproche des médias classiques qu'on retrouve à la télé, mais sur YouTube, donc déjà Bien sûr. accessible à tous. Et surtout, sur la cybersécurité, sur la gestion des risques, chose qui aujourd'hui, moi j'estime, en tout cas, j'en vois pas assez, qui font ce format-là en format long, en donnant la parole à des experts, à des personnes qui sont au cœur du métier, qui y vont. C'est-à-dire le matin, quand ils sont venus sur notre plateau le soir, ils avaient passé la journée dans leur entreprise en train de sécuriser les systèmes Oui, d'information, tout à fait. de bosser sur ces thématiques, Tout à fait. qui sont sur le front en fait du sujet. C'est ouf. C'est hyper intéressant. Donc j'imagine que tu évolues depuis quelques années, comme je te disais, dans un monde qui est très masculin. Tu te sens bien dans cet univers-là, tu trouves ta place, tu as toujours trouvé ta place, ou comme beaucoup d'entrepreneuses que j'ai pu recevoir à mon micro, parfois on a besoin de justement démontrer à ces personnes qui nous entourent qu'on a notre place là où on est. Alors moi, j'ai toujours été un petit peu dubitatif face à cette question-là, un peu mitigée. Et je vais m'expliquer, parce que effectivement, c'est un monde très masculin. D'ailleurs, si on regarde les chiffres, on a 11% de femmes en cybersécurité. C'est ridicule. C'est ridicule. C'est rien du tout. J'ai eu des déboires. Ça m'est arrivé effectivement de me retrouver dans des situations honnêtement ridicules. Ah oui. C'est-à-dire, t'entends quoi par situation ridicule? Moi, je me souviens d'une réunion avec un client à la suite de mon premier risque summit. Donc, il y a un événement qui rassemble 300 personnes. Et la personne me pose la question et me dit écoutez, Yasmine Douati, mais alors qui est derrière tout ça? Moi, je réponds un peu. Voilà. Donc, moi, je réponds un peu naïvement moi qui d'autre? Et là, il me répond attendez, Yasmine, soyez humble, qui est derrière? Forcément, il y a un homme qui est caché quelque part, qui est en train de tirer les ficelles, je ne sais pas pourquoi, mais il y a quelqu'un de caché quelque part. Et en fait, c'est vrai que j'étais tellement prise au dépourvu que je n'ai pas réagi, parce que j'ai quand même un gros caractère, mais sur le coup, je savais pas. J'étais partagée entre je suis en train de discuter avec un client, mais en même temps, c'est un peu malaisant comme situation. J'ai pas réagi, en tout cas, je pense que j'ai pas réagi comme j'aurais réagi dans ma vie personnelle. Personnellement, je pense. T'aurais pu exploser dans ta vie personnelle? Je pense que ouais, j'aurais pas permis ce genre de réflexion. Mais sur le coup, comme ça, dans un cadre professionnel, j'avais pas envie de faire tâche, j'avais pas envie d'être la jeune femme qui s'énerve, qui se prend la mouche. Bien sûr. Donc vraiment, j'ai rigolé, j'ai un petit peu, j'essaie de passer à autre chose en termes de sujet. Donc j'en ai vu, j'ai eu quelques situations, mais en parallèle, j'ai eu aussi d'autres situations où j'ai rencontré des hommes qui font partie de la cybersécurité, qui ont été un énorme soutien, qui ont été extrêmement bienveillants, qui sont d'ailleurs très contents de voir des femmes rentrer dans ce secteur d'activité, qui œuvrent eux-mêmes à soutenir des associations qui soutiennent les femmes. Donc, c'est pour ça que je pense qu'effectivement, on peut retrouver un peu de misogynie dans ce secteur. C'est normal, ça reste un secteur très masculin, mais on a quand même aussi des hommes et des femmes qui sont en train de travailler, qui œuvrent à faire en sorte de capter aujourd'hui des jeunes talents féminines pour entrer dans la cybersécurité de façon générale. Moi, j'en connais plein des associations. Une, moi, qui me touche particulièrement, qui est celle de Charlotte Wojcik, qui travaille chez Capgemini et qui a fondé avec le pôle d'excellence cyber les cadettes de la cyber. Donc, chaque année, ils prennent 10 jeunes filles en études à qui ils vont donner un parrain et une marraine de l'écosystème de la cyber, donc des personnes extrêmement renommées, avec beaucoup d'expérience, qui vont les chapeauter pendant 1 an, leur montrer un petit peu le métier, les introduire à cet écosystème, leur faciliter l'entrée sur le marché du travail. Moi, je trouve ça génial. Si j'avais été étudiante, c'est exactement ce que j'aurais voulu faire. Donc voilà, il y a des choses qui se mettent en place pour faciliter, pour rendre beaucoup plus accessibles ces métiers aux femmes. Après, voilà, évidemment, ça reste un métier d'homme. Moi, j'ai dû faire ma place. J'ai dû aussi m'assurer qu'on me prenait au sérieux. Et que voilà, je pouvais m'exprimer sans qu'on remette en question mes compétences. Mais je pense que, comme tu le disais, toute entrepreneuse te dira un peu la même chose, c'est-à-dire à un moment donné, il faut serrer un peu les coudes et y aller. Complètement. Mais je reviens quand même là-dessus, ce n'est pas normal. Que ce soit un milieu d'hommes ou pas, tu vois, c'est pas normal d'avoir des réflexions de ce type, mais bien de sûr, se sentir bien sûr. Pas inférieur, mais qu'on remette en question et qu'on te dise est-ce qu'il y a quelqu'un derrière. Tu vois, c'est pas OK, quoi. Ah non, mais absolument. Je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, ça existe encore. Bien sûr. On en entend des histoires.
et des histoires parfois même plus, j'ai envie de dire plus Tout à graves que fait. celles que j'ai dites, qui restent quand même par rapport à d'autres Absolument. très légères. Mais c'est pour ça que moi, voilà, je pense qu'on part sur le bon chemin parce que je vois quand même pas mal de choses changer, pas mal de positifs en sortir pour les femmes. On n'en est pas là encore, c'est évident. De toute façon, quand on voit un chiffre de 11% de femmes en cyber, on n'est largement pas là. Mais on est en train de se diriger vers ça. Et je pense il faut garder aussi espoir et il faut voir le positif dans ça. C'est-à-dire que ça ne sera jamais en 1 an, en 2 ans, en 3 ans, en 4 ans. C'est sur la longue que ça se fait. Moi, j'attends de voir sur les années à venir, sur les 5, 6, 7, 8 ans, et revoir ce chiffre de 11%, à mon avis, changera. Probablement. En tout cas, on l'espère. Voilà, exactement, on l'espère. C'est quoi la différence entre être entrepreneuse dans la cybersécu et salariée dans la cybersécurité ? Qu'est-ce que tu ressens aujourd'hui ? Comment tu le vis ? Alors, moi, je dois avouer que si tu m'avais demandé, typiquement il y a 10 ans de cela, est-ce que j'avais voulu ou j'aurais voulu être entrepreneuse, je t'aurais répondu non. Ah oui ? Ça faisait pas du tout partie des cartes que je m'étais données. Tu me demandais à 20 ans, quand je faisais mes études, ce que je voulais faire. J'avais une vision très très claire qui était je fais les meilleures études, je fais les meilleures entreprises, je fais les meilleurs postes et je deviens directrice de ça, de ci, de cela, dans des grands groupes, dans des machins CAC 40, enfin vraiment quelque chose de très carré, très lisse, très brillant. Et au final, les choses sciences comme quoi, on ne sait jamais. Tu poses la même question à ma sœur qui, à 16 ans, me disait, elle avait 16 ans, elle me disait, bah non, moi, j'ai pas envie de travailler pour une entreprise, j'ai envie d'être entrepreneuse toute ma vie. J'ai toujours été impressionnée. Parce que moi, à 16 ans, c'est pas du tout ce que je disais, donc ce qui fait que je dis que ma sœur est plus mature que moi. À mon âge, en tout cas, je trouve qu'elle a aujourd'hui 24 ans, si je ne me trompe pas. On parle de ta sœur qui est avec nous aujourd'hui. Voilà. Bon, on ne la voit pas, mais elle est là. C'est ça. On n'entend pas. Donc, qui a 24 ans et qui, je trouve, vraiment est beaucoup plus mature que ce que moi, je l'étais à 24 ans. C'est-à-dire qu'elle a beaucoup plus pris en conscience de ce qu'elle voulait dans la vie, de comment elle voulait se positionner. Là où moi, c'était pas du tout la vision que j'avais. On m'avait dit qu'il fallait faire des bonnes études, j'ai fait des bonnes études. On m'a dit qu'il fallait rentrer dans des grandes entreprises. Et ben, je suis allée dans des grandes entreprises et j'ai suivi un peu la route qu'on m'a tracée sans me poser trop de questions. En fait, quand j'ai commencé à travailler, je me suis très rapidement rendu compte que dans le CDI, moi, ce qui me convenait pas, mais je peux comprendre qu'il convient à d'autres personnes, parce que forcément, il faut de tout, c'est que moi, j'avais du mal à accepter qu'on me cadre trop. J'avais beaucoup de choses à dire, j'avais beaucoup de projets en tête, j'avais beaucoup d'idées, et je voulais pouvoir toutes les implémenter. Et c'est vrai que quand tu es dans une entreprise, tu as un poste avec une fiche de poste et tu dois respecter ta fiche de poste, sinon tu manges sur le périmètre de quelqu'un d'autre. Et donc, c'est vrai qu'avec le temps, j'ai trouvé une liberté dans ma société, donc Risk Intel Media, dans mon projet, que je n'avais pas dans mon quotidien, en tant que salarié. Et plus le temps passait, plus justement, j'avais envie d'en faire mon quotidien de toute la journée, quoi. J'avais pas envie que ce soit juste quelque chose que je fais le soir, c'était mon moment de plaisir. J'étais capable de travailler jusqu'à 1h du matin sur une émission, alors que je n'étais pas payée. Alors que ça ne rapportait rien du tout. Et là, tu te dis quand même, si tu es capable de faire ça avec plaisir jusqu'à 1h du matin alors que tu n'es pas payé pour, il y a quelque chose. Il y a quelque chose quand même, exactement. Et à ce moment-là, il faut faire en sorte que ça puisse devenir ton quotidien. Et il y a la phrase que tout le monde connaît, mais qui est vraie. C'est que si tu fais quelque chose que t'aimes, tu ne travailles pas un jour de ta vie. Mais complètement. Et je suis tout à fait d'accord. Mais complètement. Et donc voilà, donc c'est vraiment cette liberté, le truc le plus petit, je pense, le plaisir qu'on a en tant qu'entrepreneur de choisir son logo. C'est un truc tout con. Mais c'est extraordinaire. Choisir la couleur de son logo. C'est extraordinaire. C'est le premier truc en plus. Mais oui, c'est le premier truc. Et tu étais très contente parce que tu te dis, ça c'est moi, c'est mon dessin, c'est comme ça. Et puis tu le montres comme un bébé parce qu'à chaque fois que tu le montres à quelqu'un, tu dis, tu comprends. Là, il y a le play. Par exemple, moi, c'est un bouclier avec un play. Le bouclier, c'est pour se protéger. Le play, c'est pour ceci. Et donc, tu es en train d'expliquer, la personne s'en fout, clairement. Elle voit le logo, elle te dit qu'elle est très jolie. Mais toi, tu lui racontes l'histoire comme si tu étais en train de lui raconter un film. Et tu es tellement fière de tout ce que tu as pensé derrière, du processus de pensée qui t'a emmené à sa création. Et c'est quelque chose, voilà, quand on est autant fier de quelque chose, je pense que voilà, en tant qu'entrepreneur, on aime ça. On aime créer, on aime mettre quelque chose en œuvre, le voir grandir, le voir grossir. Et donc, c'est moi ce que je préfère voilà, dans le métier d'entrepreneur et que je ne retrouvais pas effectivement en tant que salarié. Bah oui. Après, j'ai eu de la chance. Moi, j'ai travaillé avec des gens extrêmement bienveillants. Je le répète souvent parce que je pense que c'est important. C'est important d'être bien entouré parce qu'on est la somme des 5 personnes qu'on fréquente le plus. A priori. Moi, je le pense. À force de l'entendre, vraiment, ça doit être vrai. J'en suis persuadée. Je pense que si on s'entoure de personnes qui ne sont pas positifs, si on s'entoure de personnes qui n'ont pas la même vision de la vie, à un moment ou à un autre, ça déteint. C'est obligé, c'est comme ça. Et donc, c'est important d'être avec des personnes qui ont un mindset motivant, qui ont de l'ambition, qui ont des ambitions même parfois plus grandes que les nôtres, parce que justement, ils vont nous driver à aller encore plus loin. Moi, j'aimais bien cette phrase qui disait si vos 4 potes sont millionnaires, vous serez le 5e. Si vos 4 potes sont alcooliques, vous serez le 5e.
Et je pense que c'est vrai. J'ai jamais entendu cette phrase-là, mais ok, sympa. Et je pense que c'est vrai. Il faut vraiment être avec des personnes qui nous drivent. Donc voilà, moi j'ai vraiment été entourée, j'ai eu des belles rencontres dans ma vie. Et ces rencontres-là m'ont vraiment permis de me réaliser, de refaire ressortir le potentiel que j'avais en moi, d'avoir aussi confiance en moi. Parce que je pense quand on est entrepreneur, et tu me le diras également, peut-être que tu l'as vécu, il y a toujours ce moment entre 2 et 5 heures du matin, tu sais pas ce qui se passe, tu sais pas pourquoi. T'es réveillé. Entre 2 et 5 heures du matin. Ouais. Ah non, mais oui. Tu l'as, toi? Bah, bien sûr. Je sais pas pourquoi. T'es là et tu fais des to-do list. Exactement. Et tu remets en question ta vie et tu te poses la question, tu te dis est-ce que vraiment ce que je fais a du sens? Est-ce que ce que je fais est assez? Est-ce que ce que je fais est assez bien? T'as toujours ce moment de doute entre 2 heures et 5 heures du matin, je trouve. Et c'est là où les personnes qui t'entourent sont importantes parce que c'est ces personnes-là qui, au moment où tu te poses la question, parce que tu te remets en question, ça n'existe pas, quelqu'un qui. Ou alors c'est génial, hein. Il y en a peut-être, hein. Avoir confiance en soi 100% tout le temps, ça, moi, j'en ai jamais vu. Tous les entrepreneurs que j'ai vus dans ma vie, c'est des personnes qui ont des très hauts et parfois des très bas. C'est-à-dire des moments exceptionnels de confiance, de motivation, de toute la hargne nécessaire pour créer un projet, et des moments en fait de doute intense et de remise en question intense. Et quand tu es bien entouré, ces moments de doute, et bah, tu as quelqu'un qui te relève, qui te dit non, écoute, regarde où tu en es, regarde ce que tu as fait, c'est en train d'aller dans le bon sens. Et c'est pour ça qu'être bien entouré, pour moi, c'est extrêmement important. C'est hyper important, c'est clé, effectivement. C'est vrai que les invités que je reçois, il y a beaucoup d'entrepreneuses, on parle souvent de l'entourage. Et c'est vrai que c'est clé, et je trouve que c'est un sujet passionnant. Parce que je pense que c'est pas si facile que ça, en fait, de trouver, tu sais, le bon entourage qui va justement être là pour t'épauler, avoir les bons mots, le bon mindset, etc. C'est pas si facile. Est-ce que toi, aujourd'hui, donc au-delà de t'entourer de ta sœur qui t'accompagne et de ton conjoint qui t'accompagne dans l'aventure, est-ce que tu as réussi à trouver justement des entrepreneurs avec qui tu peux partager, évoluer, vous entraider, etc. Absolument, oui. J'ai rencontré des entrepreneurs, même j'ai rencontré des personnes qui sont devenues des amis par la suite, des mentors, des personnes extrêmement motivées et qui croyaient en moi, et avec lesquelles, effectivement, on peut échanger, on peut s'envoyer des messages, on peut se conseiller, avancer dans la même direction. Je le répète, je pense que c'est vraiment très, très important d'avoir cette approche-là. Seul, on n'arrive pas. Pour moi, seul, on a toute la force qu'on a nous-mêmes, mais on n'a pas l'impulsion de tous ceux qui sont autour de nous pour nous soutenir. Et c'est ce qui va, pour moi, changer un petit peu, faire la différence entre une personne qui y arrive et une personne qui n'y arrive pas. Il faut savoir aussi que même si on est autosuffisant, on aura toujours besoin de personnes pour nous entourer. Ne serait-ce que de personnes pour nous dire on fait n'importe quoi. Hein. Moi, ça m'arrive aussi. Mais tout à fait. Moi, j'ai un mentor qui ne me donne 15 secondes. C'est dingue ça que tu aies trouvé un mentor qui t'accompagne comme ça. Incroyable, qui me donne 15 secondes au téléphone, mais en 15 secondes, c'est pas bien, c'est bien, c'est pas bien. Soit il m'appelle pour me dire c'est très bien, c'est machin, bam, il raccroche, soit il m'appelle, il me dit ça allait pas du tout, c'est pas bon, bam. Donc on a les deux. J'ai aussi mon père, moi, qui me fait ça personnellement. Trop bien. Ah mais il y a vraiment, c'est vraiment, ok, il y a vraiment toute la famille. Ah non mais vraiment, moi mon père est là, est présent à toutes mes émissions. Oh, c'est pas vrai. Il est en live à toutes mes émissions. Et donc hier, je faisais mon émission, donc j'étais en live et j'avais un de mes invités qui pour blaguer, je lui dis il y a déjà des personnes connectées qui attendent, le live n'avait pas commencé parce que Maya m'avait envoyé un message pour me dire il y a des gens qui sont déjà présents. Donc moi je leur dis pour les rassurer écoutez, il y a déjà du monde de présent. Et le monsieur pour rigoler me dit c'est ma mère. Moi, je réponds, vous savez, hein, moi, mon père, il est là. Personnellement, il enlève. Et donc, en fait, il m'a stressée parce qu'au moment où on allait faire le 3, 2, 1, tu sais, pour lancer le live, il me dit, attention, il y a ton père qui te regarde. Et donc, j'ai bafoué sur la première phrase. Ah non. J'ai bafoué sur la première phrase. Et en fait, donc, on a un petit cocktail à la suite de nos émissions. Et je reçois un SMS de mon père qui me dit bravo, ça s'est bien passé. Donc, je lui montre, je fais, tu vois, je t'avais dit qu'il y avait mon père. Mais effectivement, moi, mon père est quelqu'un qui suit toutes les émissions, qui nous fait des retours, même à Maya, systématiques sur ce qui est bon, ce qui est pas bon. Et c'est des conseil vraiment précieux. Parce que quand c'est bien d'avoir des retours pour nous dire que c'est très très bien. Moi, je préfère les retours pour me dire ça n'allait pas, il faut modifier ceci, le cadrage n'était pas bon. Ça permet vraiment de s'améliorer. C'est vrai, tu as raison. C'est pas toujours facile peut-être à recevoir au début. Non, franchement. Voilà. Parce que moi, j'ai déjà eu des retours où j'avais fait un post et je reçois un message, là, ça va pas du tout. Ah non, donc, moi, en plus, j'essaie d'argumenter, mais je comprends pas pourquoi, c'est super bien. Bien sûr. Et il continue, non, ça va pas du tout. Non. Mais par contre, c'est génial. Et est-ce que tu peux un petit peu expliquer peut-être comment tu as trouvé ce mentor ? Moi, ça me fascine, je suis fascinée. On a eu cette discussion encore tout à l'heure. Tu vois, il y a pas mal d'entrepreneurs qui disent moi, j'ai rencontré cette personne-là à un moment donné de mon chemin entrepreneurial. Et cette personne-là a peut-être pas changer ma vie, mais tu vois, ça a vraiment donné une autre impulsion à mon parcours entrepreneurial. Et je trouve que ce n'est pas donné à tout le monde de rencontrer ce mentor, enfin, tu vois, qui va justement t'aider.
Comment toi, tu as rencontré ton mentor? Donc en fait, c'est très simple. À un moment donné, moi, j'envoyais des messages sur LinkedIn à des personnes que je trouvais pertinentes pour pouvoir leur proposer de les interviewer dans le cadre donc, du média que j'étais en train de monter. Parce que je voulais faire des petites interviews. À l'époque, je le faisais sur téléphone. Et donc, je suis tombée sur cette personne-là qui a répondu positivement et favorablement à cette interview. Et donc, on l'a fait, c'était sur un week-end. Le souci étant que la personne qui devait filmer n'est pas venue. Donc, il y a quelqu'un qui a passé 20 minutes avec le téléphone dans les mains. C'est très drôle. Franchement, c'est-à-dire que, honnêtement, en termes de première impression, c'était pas le mieux. Hein. C'est vrai. On aurait pu mieux faire. Mais cela dit, à la fin de l'interview, donc, il avait trouvé que mes questions étaient pertinentes, que le sujet était intéressant, que l'approche que j'avais transverse était en tout cas nouvelle pour lui et rafraîchissante. Et donc, il m'a proposé d'échanger un petit peu dessus, d'aller un peu plus loin, d'en parler. Et c'est comme ça qu'on a entamé les échanges. Donc, ça a été quelqu'un qui m'a donné beaucoup de conseils, qui m'a introduit aussi à d'autres personnes, à d'autres entreprises, à d'autres personnalités en cybersécurité, extrêmement bienveillant à mon égard. Et je pense que ça fait partie justement de ce qui a pu jouer sur la montée, en tout cas, de Risk Intel Media. Après, j'ai eu donc mon conjoint, moi, qui m'a rejoint. Mon conjoint qui a une vision très média, qui est un passionné de médias, donc qui a vraiment apporté sa touche en termes éditorial. Qu'est-ce qu'il faisait ton conjoint avant? En fait, lui, il était avocat. D'accord. Donc, il était avocat, mais c'est un grand passionné des médias. Donc, il a quitté la robe? C'est exactement, il a quitté la robe. C'est dingue. Il a quitté la robe. Comme quoi, je te dis, il y a des personnes, parfois, ils ont plus limite confiance au projet que moi au départ, tu vois. C'est parce que j'y croyais, mais moi, j'ai pas quitté mon CDI avant pas très très longtemps en réalité. Hein. J'ai mis du temps avant de me dire, ok, je prends tous les risques et je coupe le cordon. Hein. C'est intéressant, ça. Si je peux me permettre, t'as mis combien de temps du coup avant de partir? J'ai mis 2 ans. 2 ans et donc tu avais ta casquette auto-entrepreneuse et ta casquette salariée. Exactement. Pendant 2 ans. Pendant 2 ans. Dingue. Et donc tu as quitté. Là, on remonte à combien de temps? Donc là, j'ai quitté vraiment il y a pas longtemps. J'ai quitté il y a 2 mois. C'est pas vrai. Ouais. Il y a 2 mois, je décidé de me mettre à 100%. Donc c'est très récent. Voilà. Donc mon conjoint, c'est la première personne qui m'a fait confiance. La deuxième, c'est Maya, parce que moi, j'aime bien raconter l'histoire de comment Maya elle nous a rejoint. Qui est Maya? Ma sœur. Ah pardon. Ok. Donc moi, j'aime beaucoup la raconter parce que c'est là où comme je vous le disais. Hein, Maya, c'est pas moi. On n'a pas elle est beaucoup plus rentre dedans et je pense qu'elle a une vision beaucoup plus entrepreneuriale à l'âge qu'elle a que moi à son âge. Donc elle m'envoie un message et elle me dit, écoute, là, elle était en alternance dans une grande entreprise du CAC 40 ans. Et elle me dit, écoute, moi, je viens de sortir d'une réunion qui aurait pu être un mail. Je sais pas si vous connaissez ces réunions qui auraient pu être un mail. Non. C'est le type de réunion où tu passes 1 heure à dire quelque chose qui aurait pu être un simple mail. T'as pas besoin de prendre le temps de tout le monde pendant. Oui, c'est les réunions. Voilà, exactement. Donc elle m'appelle, elle me dit, moi, je peux pas vivre ma vie comme ça. Elle me dit, écoute, je veux rejoindre Risk Intel Media. Prends-moi en alternance. Moi, je lui dis, écoute, moi, c'est ma sœur. Donc, ma première réflexion a été de dire, t'es quand même en alternance dans une entreprise du CAC 40 avec un très beau nom, une belle marque. Je n'ai pas envie de t'enlever cette opportunité. Risk Intel Media grossit, mais on n'est pas cette entreprise du CAC 40. Et moi, je me souviens, quand j'étais étudiante, je voulais les meilleurs diplômes, la meilleure entreprise. Je voulais vraiment avoir un CV brillant, reluisant. Et donc, moi, malgré tout, avec ce regard-là, je vois ma petite sœur, je me dis, j'ai pas envie de lui enlever cette opportunité. Et donc, que nenni, hein. Enfin, écoutez, pas du tout. En fait, elle a fait les papiers. Un jour, elle m'a appelé, elle me fait, voilà. C'est pas vrai. Quelle audace. Je suis chez Risk Intel Media, c'est comme ça que ce sera pas autrement. Et en fait, c'est la meilleure chose qu'elle ait faite en réalité, parce que quand elle m'a rejoint, ça a été la dernière brique qui manquait. Donc, j'avais Jérémy qui m'avait rejoint, puis ma sœur, et c'était vraiment cette dernière brique. Et ça a été une aventure là qui a décollé. Vraiment. C'est dingue. Parce qu'on a eu l'apport de deux personnes que moi j'estime être brillantes dans le projet, passionnées. Chacun différent, on n'a absolument pas la même approche et surtout on n'a pas la même personnalité, on n'apporte pas la même chose dans la société. Donc on est irremplaçables les uns vis-à-vis des autres. Moi je ne peux pas faire ce que fait mon conjoint, je ne peux pas faire ce que fait Maya et vice versa. Et donc vraiment je trouve que en se mettant ensemble, on a là pour le coup répondu aux besoins du public, on a créé des formats encore plus intéressants, on a innové, on a pu aussi avoir une force de frappe beaucoup plus importante. Comme on dit, l'union fait la force, c'est exactement ça. Ouais, et puis, c'est un plaisir. Moi, personnellement, c'est un plaisir de travailler avec ma famille. Au vu des heures que je mène aujourd'hui, du temps que j'y consacre, si je devais ne pas travailler avec eux, je ne sais pas quand est-ce que je les verrais. Ah oui, et là, ça me permet d'être au quotidien avec eux. Donc moi, ma vie, honnêtement, elle est très, très belle en ce moment. C'est beau. J'aime beaucoup. Franchement, c'est super inspirant. Enfin, en tout cas, moi, ça m'inspire énormément. J'ai toujours rêvé secrètement de travailler en famille, même si je sais que ça implique aussi forcément des difficultés. Hein, c'est normal, c'est pas toujours simple, mais je suis tout à fait d'accord avec toi.
ça nous prend tellement de temps. Ouais. Nos projets, c'est nos bébés, en fait, tout simplement. C'est notre vie, hein, c'est une partie de notre identité aussi. Que finalement, ça te permet de te rapprocher un maximum de ta famille, de passer encore plus de temps avec eux. Puis surtout, je trouve que ce qui est formidable, c'est qu'ils comprennent à 100% ce que tu vis et le Exactement. projet dans lequel tu évolues. C'est ça. Moi, j'irais même plus loin. Je le disais en plus hier, durant l'une de nos émissions, le cocktail qui a suivi, j'étais avec un invité qui me posait la question, parce que Maya était présente, et qui me demandait, alors, est-ce que c'est pas difficile de travailler avec sa sœur ? En fait, je lui ai dit pas du tout, parce que là où moi, je suis quelqu'un, par exemple, j'ai cette tendance à pouvoir être angoissée, stressée. Je suis quelqu'un de très... j'aime bien que tout soit parfait. Donc, je radote dans ma tête, je suis très, très, très méticuleuse. Et donc, je m'angoisse facilement pour des détails parce que je veux que tout soit parfait. Là où pour quelqu'un d'autre qui ne me connaît pas, il ne le verra pas parce que je ne le laisse pas transparaître, moi, ma sœur le voit toute seule, directement. Donc, elle arrive à voir chez moi dès que quelque chose ne va pas. Et elle sait surtout comment calmer les choses. Et c'est pour ça que moi, il y a personne... C'est ton agent, en fait. C'est incroyable. Ton agent. Mais tout à fait. Mais vraiment, je ne pourrais pas faire autrement parce qu'elle le voit et elle est en mesure de me calmer, elle est très douce, hein, une personnalité très très douce, Maya, d'adoucir la situation, de rendre la chose beaucoup plus calme. Donc même si j'avais quelqu'un d'aussi compétent, ce que je doute, hein, moi j'arrête de répéter, mais elle est brillante, même si j'avais quelqu'un d'aussi compétent, il n'aurait pas cette touche, cette finesse qu'elle a de me connaître parfaitement et de rendre ma vie absolument complètement plus simple. Hein. Donc je ne peux pas imaginer le cas. Donc il y a effectivement toujours un peu des difficultés, parce que forcément, quand on travaille avec sa famille, déjà, il y a plus les horaires, le contexte des horaires n'existe plus. Hein. T'envoies un message à 1h du matin, ça te semble normal. Il n'y a plus le droit du travail. Mais complètement. Le droit du travail ne s'applique pas du tout. Donc t'envoies un message à 22h, 23h pendant les vacances, à 6h du matin, tu dis c'est ta sœur, c'est comme ça, c'est pas autrement. Voilà. Donc forcément, c'est pas le plus simple. Je pense que c'est la dimension peut-être difficile quand on travaille avec des personnes très proches de nous. Mais le côté positif, la beauté du projet, c'est d'être avec des gens qui nous connaissent parfaitement, qu'on connaît parfaitement, avec lesquels on a une confiance aveugle. Moi, je dors mieux depuis que j'ai mon conjoint et ma sœur avec moi. Une confiance aveugle et une capacité d'avoir une transparence totale. Et donc là, le projet, on est en train tous de le mener comme si c'était notre enfant. Et on est en train tous de donner tout. On est en train de donner tout. Moi, je le vois, que ce soit mon conjoint, que ce soit ma sœur. Ils se mettent dedans. Ils sont en train de donner tout ce qu'ils ont. Donc, et ça, je le trouverai chez personne d'autre. C'est génial. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste exactement tout l'écosystème de Risk Intel? Bien sûr. Du coup, il y a le côté média. Oui. Voilà, je te laisse du coup ça marche. expliquer comment. Alors déjà, quand on le regarde dans un premier, à première vue, on a deux branches. On a une branche événement, qui est donc le risque summit, qui est lui-même divisé en deux. Mais cette branche événement, pourquoi on l'appelle événement? Parce que ce sont des événements physiques. Donc on a toujours cette approche par des thèmes, mais c'est un événement physique. On a la première partie du risque summit qui a lieu au mois de mars. Okay. Donc c'est un événement business to business, c'est-à-dire donc présentiel. Hein. Exactement. On a 300 personnes qui viennent en présentiel pour une première demi-journée de keynote, conférence, table ronde sur des thématiques que nous, on a identifiées comme pertinentes pour l'année en cours, qui sont essentielles en termes de discussion dans notre écosystème. On a un déjeuner assis le midi servi par un chef. C'est le moment aussi de networker, d'échanger, de rencontrer des partenaires, de faire des synergies, de discuter avec de potentiels clients ou prospects. Et l'après-midi, on a des rendez-vous one-to-one business, c'est-à-dire qu'on a un calendrier sur lequel on a regardé le catalogue des participants, on leur envoie des demandes, on en reçoit des demandes, et on positionne en fait une après-midi entière où on a des échanges de 15 minutes comme ça, un peu en speed dating, qui se suivent. Et le soir, on va avoir un dîner gala qui a lieu au Cercle national des armées. Donc cette journée-là, c'est 300 personnes qui sont présentes physiquement et on rediffuse les échanges à distance. Donc on a entre 1500 et 2000 personnes à distance. On a une deuxième partie, cette fois tournée vers les jeunes, parce que le risque summit étant très business, on est vraiment sur des professionnels. Bien sûr. Non seulement on est sur des professionnels, mais en plus on est sur des professionnels avec une certaine ancienneté dans le milieu. On est quand même sur des directeurs de la sécurité ou de la cybersécurité. On est sur du secteur public, privé. Mais ça donnait pas en tout cas la possibilité à des étudiants de pouvoir participer en physique à des échanges qui sont enrichissante pour eux, et je trouvais ça dommage. Donc, on a voulu mettre en place un deuxième format qui lui a lieu au mois d'octobre, qui est un format de hackathon. Donc, je ne sais pas si vous connaissez un peu le principe. Oui, absolument. Voilà, donc des hackathons, c'est un hackathon de 8 heures, ce qu'on appelle un challenge CTF, un capture de flag. Donc, pendant 8 heures, il y a des jeunes qui vont venir pour se challenger sur différents challenges. On a de l'osine, du PAM, du reverse, de social engineering, on a différentes typologies, et ils vont se taper dessus pendant 8 heures, et puis après, on a les équipes gagnantes. C'est des équipes de 5. Donc là, on a 150 joueurs qui viennent un petit peu partout de France pour pouvoir se challenger. Donc c'est le 13 octobre prochain. Avant que le challenge ne commence, parce qu'il commence à 19h, c'est toute la nuit, jusqu'à 3h du matin, on a 3 heures de conférence.
ce qu'on appelle des micro-conférences de 10 à 15 minutes, pour pouvoir leur permettre aussi de voir des professionnels expliquer des thématiques qui sont pertinentes pour eux, échanger avec eux, débattre. Et donc voilà, c'est vraiment un événement là qui est tourné vers les jeunes, avec une approche plutôt de recrutement, parce qu'on permet à des sociétés de venir, de voir, de se balader autour des joueurs. Super. Et puis forcément, les meilleurs joueurs, en général, ils veulent les recruter. Donc voilà. C'est très bien. Donc ça, c'est la partie événement. Et après, on a donc la partie Risk Intel Media, donc qui est le média. Sur le média, aujourd'hui, on a 3 formats. On a le format historique, c'est le premier qu'on a fait, dont je parlais, qui est un hasard complet, table ronde des experts. Donc c'est un format où on invite 4 experts qui vont venir débattre d'un thème. Celui d'hier, comme je te le disais, c'était la psychologie et la cybersécurité. Génial. Le 17 octobre, on a la gestion de crise. Le 7 novembre, c'est hacker éthique ou hacker millionnaire. Parce que oui, forcément, on a des hackers qui sont des hackers éthiques, qui font les choses correctement pour les entreprises. Et on a les hackers un peu méchants, ce qu'on appelle les black hats, qui, eux, volent de l'argent. Donc, est-ce qu'on veut être éthique ou est-ce qu'on veut être millionnaire? Donc, ça va être la question qui va se poser. Et puis après, on a plusieurs thématiques. Donc là, on a 4 experts qui viennent, qui s'expriment, qui échangent. On est toujours en live sur nos émissions, ce qui permet au public et à la communauté de pouvoir échanger avec nous, d'échanger entre eux déjà, parce que typiquement, si on prend l'émission d'hier, on était sur du 300 messages échangés. C'est-à-dire que pendant 1 heure, ils se parlent, ils racontent, ils échangent, ils se donnent des avis, ils se posent des questions, et ils nous en posent également à nous, ce qui fait que moi, je peux poser ces questions aux experts qui sont présents, qui peuvent leur répondre directement. On essaie vraiment de rapprocher cette communauté-là. On a un deuxième format qui s'appelle le cercle. Ce format a été pris en charge par mon conjoint. Donc, c'est un format qui est plus sur de l'interview d'1 heure. On a une personne face caméra, on choisit un thème qui est intellectualisé et on parle pendant 1 heure. C'est un peu plus large que la cyber sur celui-ci, puisque typiquement, on a invité Maître Amir Aslani Ardavan, qui est donc un avocat de renom, qui est venu plutôt parler en fait des relations internationales et plus particulièrement des pays sanctionnés. D'accord. Donc, on va avoir un peu de tout. On a une personne qui est venue parler de l'OSINT, par exemple, qui n'est pas tout à fait de la cybersécurité, même si c'est un outil qui est utilisé en cybersécurité. Donc là, on est vraiment sur un format long, 1 heure, entre 1 heure et 1h15, où on va échanger sur un format interview avec une personne, donc une seule, et on va essayer d'aller en profondeur dans les questions. Et après, oui. Tu es toujours l'intervieweur ? Non, justement, le format de Le Cercle, c'est mon conjoint. C'est ce que je voulais demander. Je voulais savoir si c'était lui qui réalisait, etc. Il réalise tout. Il fait tout. C'est son émission, donc c'est lui qui le réalise, le produit, et donc choisit aussi les thèmes qui l'intéressent. Est-ce qu'il est aussi bon que toi ? Je t'ai vu sur le plateau, c'est assez incroyable. Moi, je pense qu'il est bon. Il s'améliore parce qu'il a commencé récemment. Et justement, il s'est écouté. Il s'est dit, il faut que je fasse des questions plus courtes. Donc là, il est en train de s'améliorer, mais il est très bon. Déjà, c'est un avocat, donc forcément, l'art oratoire chez eux, c'est quelque chose. Mais moi, je pense qu'il va être très, très bon, même s'il est très bon maintenant. Je pense qu'il va encore plus s'améliorer. Parce que moi, entre mes premières vidéos et aujourd'hui, c'est pas la même chose. Bien sûr. Donc, ce format-là, c'est lui qui le prend en charge. Et le 3e format, qui a été pris en charge par Maya, donc ma sœur, qui lui qui s'appelle Cyberama, qui a un format d'infotainment. C'est-à-dire qu'elle va faire du jeu autour de la cybersécurité, donc c'est ultra fun. Là, c'est-à-dire, c'est ultra fun, c'est 15 à 20 minutes. Par exemple, là, l'une des émissions qu'elle a faites, donc elle ramène 4 contestants, 4 personnes pour jouer. Ils vont se mettre par équipe de 2. Et en fait, elle va par exemple montrer des paroles de chansons. Et tu devais deviner, est-ce que c'est des chansons qui ont été écrites par Booba, donc est-ce que c'est une chanson de Booba, ou par ChatGPT. Ah non, mais trop drôle. Et c'est très bien parce que parfois ça s'y méprend. Hyper dur. ChatGPT est tellement fort. Vraiment. Et en plus, elle l'a bien entraîné en fait à récupérer des mots et du vocabulaire et du wording de Booba. Donc à certains moments, c'est compliqué en fait de voir la différence. Et tu dois deviner. Donc tu as forcément les très grands fans de Booba qui vont tout de suite reconnaître les paroles. Et puis quand t'es pas sûr, va falloir deviner. Donc, tu avais un jeu sur celui-ci, tu en as un qu'elle a fait sur les miniatures. Donc, en fait, elle crée des miniatures YouTube qui représentent des cyberattaques, un peu ubuesques, un peu incroyables. Et tu dois, à partir de la miniature, donc de l'image, essayer de comprendre c'est quoi la cyberattaque derrière ou l'événement qui s'est produit. Donc, c'est vraiment de l'infotainment, c'est du jeu, c'est du fun, c'est de l'amusement. Et là, on est en train de toucher un public qui n'y connaît rien du tout en cybersécurité. Alors, il y en a aussi qui s'y connaissent, mais qui a envie de s'amuser. Il découvre. Voilà, il a envie de rigoler, de blaguer. Et donc, même l'univers qui est créé, parce que le plateau n'est pas le même, c'est un univers que, du coup, elle a créé, qui est vraiment tourné autour un peu de Rick et Morty. Donc, pour ceux qui aiment beaucoup cet univers-là, qui est très coloré, qui est très fun, on a de la musique. On est sur un autre, par rapport à celui des tables rondes des experts, on est sur un autre mood. C'est une autre salle, une autre ambiance. Mais toujours un public qui est passionné d'en apprendre plus sur la sécurité, la cybersécurité, les risques numériques. Et donc, j'imagine que chaque émission a pour objectif de toucher une cible différente ? Oui.
Oui. Les tables rondes des experts, on est vraiment en train de parler à des professionnels. Nos thématiques sont assez pointues. Donc, en général, c'est quand même des gens qui sont déjà dans l'écosystème. C'est rarement quelqu'un qui n'y connaît rien. Quoique, on peut toujours avoir des personnes qui sont autodidactes et qui veulent s'améliorer, apprendre des choses. Mais on regarde quand même que le profil qui nous suit sur ces tables rondes-là, c'est des professionnels qui veulent justement rester au fait de ce qui se passe dans leur écosystème. D'accord. De l'actualité. Sur le cercle, on a un peu de tout. Le cercle, ça va être plutôt des personnes qui sont très friands de grands débats. Qui sont très friands de grands débats, de géopolitique, de droit, de réglementation. Voilà, on est vraiment sur quelque chose d'un petit peu plus intellectualisé, sur des personnes qui ont l'habitude d'ailleurs de consommer des vidéos de débats, des missions longues, politiques, géopolitiques. Et celui de Ciparama, on est sur du jeune. On est sur du 15-25 ans. On est sur des personnes qui veulent s'amuser, qui regardent peut-être du Squeezie habituellement. Tu vois, vraiment des vidéos où tu t'amuses, tu regardes ça, limite tu le mets en fond et tu vas jouer à League of Legends ou à quelque chose d'autre. Donc, d'ailleurs, qui est un peu... Ce qui est drôle, c'est que c'est aussi à l'image de ceux qui l'ont créé. C'est-à-dire que Maya, ayant 24 ans, elle est jeune, c'est une grande fan de YouTube, elle a grandi avec ça, elle a grandi avec ses créateurs de contenu. Donc quand elle a créé son format, elle a créé son format sur des choses qu'elle-même, elle consomme. Complètement. Donc c'est à son image. Mon conjoint, c'est pareil, c'est un grand fan de débats politiques, c'est un grand fan de débats géopolitiques, d'auteurs, d'écrivains. Donc quand il a créé quelque chose, il l'a fait très autour de ces thématiques-là. Super. Moi, c'est vrai que j'aime bien en fait échanger avec des experts, et c'était d'ailleurs tout le projet de Risk Intel Media au départ, c'était de permettre à des experts de s'exprimer. Oui, tout à fait. Donc au final, quand on regarde le format, il ressemble un petit peu à moi. Tout à fait. Donc on a tous mis notre patte, on nous reconnaît dans les formats. C'est très intéressant, c'est très clair, surtout merci, parce que du coup, c'est des sujets qui ne sont pas forcément évidents, et tout le monde n'est pas familier avec ce type de sujet, et je pense que mon audience, ça sera... pas une découverte, mais voilà, elles ne sont pas familières forcément. Donc, merci de l'expliquer de manière si claire. J'ai une question aussi, comment ça se passe ? C'est-à-dire, comment Risk Intel, tout simplement, gagne de l'argent ? C'est quoi le business model derrière ? Alors, que ce soit Risk Intel ou Risk Summit, nous, on est sur du sponsoring. C'est un peu comme tous les événements qui existent. Uniquement ? Oui, c'est ça. Donc, c'est-à-dire que nous, notre objectif, c'est que le public n'ait pas à mettre de l'argent. Donc, en fait, on ne demande jamais à un public qui suit nos événements de payer quoi que ce soit. C'est pas du tout les notre gens modèle. Qui participent à vos événements ne payent pas leur place. Non, pas du tout. D'accord. En tout cas, pas sur la partie Risk Intel Media. Sur la partie Risk Summit, on est sur des événements. Donc, en fait, on a des sponsors sur la journée. Mais c'est pas les 300 personnes qui payent. Il y a des entreprises qui sponsorisent des journées comme celle-ci parce que les thématiques sont pour elles importantes vis-à-vis de leur secteur d'activité et qu'elles veulent rayonner à travers en fait, ces thématiques-là parce que ça les touche particulièrement, parce qu'elles travaillent dans ces secteurs d'activité. Il en est de même pour nos émissions. Nous, ce sont des émissions qui sont sponsorisées par des entreprises qui aujourd'hui, en fait, sont dans cet écosystème et trouvent que les thématiques sont très pertinentes par rapport à leurs activités à elles et donc veulent par rapport à ces sujets-là pouvoir rayonner et surtout dire à l'écosystème, nous, ce sont les thématiques qui nous intéressent et on soutient ce genre de directives. Est-ce que la plupart de vos sponsors sont venus à vous tout seuls ? Jusqu'à présent, on a eu de la chance, oui. Mais ça, c'est incroyable. On a eu de la chance, comme on est beaucoup présents sur LinkedIn, on rayonne particulièrement. Sur les réseaux sociaux. Alors, des entreprises, un peu comme la première fois, sont venues nous voir justement pour nous proposer de créer des partenariats, des synergies, parce qu'eux-mêmes avaient des thématiques qui leur tenaient à cœur, qu'ils aimeraient mettre en avant pour le public, qui veulent sensibiliser les personnes à ces questions-là. Donc, c'est aussi un travail commun. Est-ce que tu as eu besoin de te former, toi, justement, pour poster sur LinkedIn, pour arriver à te créer une certaine audience et à faire entendre tout ce que tu as à dire ? Est-ce que tu as besoin de te former sur les différents aspects, en fait, de ce que tu es en train de vivre, de ton parcours entrepreneurial ? Alors, sur le parcours entrepreneurial, non. Pour le coup, j'y suis allée tête baissée. C'était vraiment... on apprend sur le tas. J'ai appris sur le tas à faire du marketing, de la compta, de tout. Parce que quand on est entrepreneur, on a absolument tout. On est le comptable, le marketeur, le communicant, le sales. On a absolument tout. Donc, j'ai vraiment appris sur le tas. Et à chaque fois que je faisais une erreur, je la refaisais pas 2 fois. Donc, vraiment, on se forme nous-mêmes. Sur LinkedIn, moi, j'ai commencé à poster il y a quelques années. Et je me suis beaucoup intéressée aux personnes qui marchaient sur LinkedIn. Donc, je suis partie regarder typiquement les posts qui marchaient le plus. J'ai un peu essayé de lire par rapport à l'algorithme, comment ça fonctionnait pas. Et au final, j'en suis arrivée à la conclusion que, en fait, il faut vraiment écrire quelque chose qui nous plaît. Il faut écrire des choses qui nous passionnent et ça intéressera quelqu'un. C'est vrai. Plus t'es authentique, plus t'es passionné. Oui, c'est tout à fait ça. C'est exactement ça. C'est tout à fait ça. Plus c'est spontané, j'ai remarqué aussi. Et ça prend du temps aussi. Faut pas penser qu'on écrit un post et c'est ce post-là qui fait que tout marche. Non, en fait, tu crées une communauté avec des années. Moi, je poste depuis 5 ans. Ça fait 5 ans que je poste. T'es hyper précurseur parce qu'avant, personne postait sur LinkedIn. Enfin, moi, je poste depuis 2018, donc ça fait 5 ans. C'était quand même pas... et j'ai créé cette communauté petit à petit. Moi, je reconnais des noms de personnes qui like ou qui commentent
dont je me souviens Ah oui. faisaient ça il y a 5 ans. D'accord. Donc que je sais, suivent le contenu depuis 5 ans, savent comment Riskintel était il y a 5 ans, que c'était un truc sur Livestorm. C'était sympa, mais c'était pété en termes d'image, quoi. Donc, et je reconnais des noms. Et en fait, et c'est très drôle parce que parfois, je me pose la question, je me dis si un jour je vais à un événement, si ça se trouve, je vais rencontrer des personnes, parce que parfois, ils n'ont pas leurs photos. Je connais le nom et le prénom, je les ai tellement vus, je les ai tellement lus, je leur ai tellement répondu. Je serais curieuse un jour de les rencontrer, en fait. Vraiment, de leur dire bonjour et de dire ah, c'est vous. On a discuté. Et il y a des nouveaux aujourd'hui qui commencent à nous suivre, mais moi, j'ai des noms particulièrement que j'ai en tête et que je sais me suivre depuis 5 ans, commentent depuis 5 ans, sont là aux conférences depuis le début, vraiment. Ah, c'est trop drôle. C'est beau de voir l'évolution et que les gens te suivent sur le long terme comme ça, c'est super. Est-ce que tu peux un peu démystifier certains termes, s'il te plaît, de ton jargon ? Dis-moi. Je pense à cybermanipulation, cyberattaque, cybercrime, cyberviolence. Est-ce que tu peux un petit peu démystifier tout ça ? Alors, une cyberattaque, c'est plutôt classique. Ça va être toute personne malveillante qui va, par le biais en fait, d'une pénétration sur un système d'information, c'est-à-dire tout objet comme un téléphone, un ordinateur, va vouloir en fait avoir une action malveillante. Une action malveillante, elle est de plusieurs natures. On va pouvoir soit récupérer des données personnelles et vous faire chanter. Alors, on les connaît tous, les gens qui vous prennent des photos. C'est pour ça qu'il ne faut jamais avoir de photos hésitées, quoi. De photos dénudées ou de photos dans des positions compromettantes. Et on vous dit, écoutez, vous avez une semaine pour payer la rançon, payer telle somme. Sinon, on les divulgue. Ou alors, typiquement, on prend le contrôle de votre ordinateur ou de votre caméra. Et quand vous n'avez pas le cache, en fait, qui ferme la caméra, on vous filme. Alors là, il n'y a pas besoin d'avoir fait grand-chose. Il suffit de sortir de la douche, de se balader dans sa chambre pour aller s'habiller, de repartir. Donc ça, c'est pas un mythe, Non, c'est pas un mythe, pas du tout. Et donc, on est en train de passer devant la caméra, nu ou pas nu, en tout cas dans une situation compromettante, et quelqu'un qui vous envoie cette vidéo et qui vous dit, écoutez, moi, je vais rendre public cette vidéo-là, à moins que vous payiez 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, tout ce qu'il estime, en tout cas, euros, valoir cette vidéo-là. C'est très compliqué comme situation. Question, ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire que la personne qui est derrière ça te filme ? Ouais. Non mais, est-ce que c'est très bizarre comme question, mais j'essaie de me mettre du coup dans la peau de cette personne-là. Comment ça se passe, lui ? Il a plusieurs écrans et il filme plusieurs personnes en même temps. Et ça... Tu vois, c'est quoi Tu vois ce que je veux dire ? C'est hyper bizarre, mais du coup, je trouve ça tellement choquant. Comment fonctionnent ces gens, tu vois ? Alors, en général, oui, ils ont plusieurs cibles. Ils n'en ont pas qu'une seule. Ils ont plusieurs cibles. Et puis, dès que ça mord, c'est-à-dire que si ça se trouve, avec un manque de bol pour lui, si ça se trouve, il est en train de filmer quelqu'un qui va absolument rien faire. Donc, le gars attend littéralement devant son écran. Alors, je sais pas, pour le coup, je saurais pas te dire s'il est en train de regarder son écran, mais en tout cas, il enregistre. Et puis, si à un moment donné, il y a quelque chose qui peut être réutilisé, il l'utilisera. La meilleure manière de se protéger dans ce cadre-là, c'est toujours avoir en fait un petit cache écran, un petit cache caméra. Tout à fait. On se rend pas compte de ce qu'on fait. Ça peut être. Je regardais du coup est-ce que mon ordi est ouvert. Ça peut être des messages qui sont envoyés, ça peut être des mails. Il y a les mails de phishing, typiquement, vous recevez un mail qui vous dit écoutez, votre banque a besoin d'un document immédiatement. Cliquez sur le lien. Donc, vous cliquez sur un lien, vous cliquez sur un lien, vous mettez votre code, votre mot de passe. En fait, il les a enregistrés. Du coup, en fait, c'était une fausse interface. C'était pas du tout votre banque. Oui, en fait, c'est très simple. Votre banque, qu'est-ce qu'on a ? On a les banquiers, les cartes vitales, tout ça. Personne ne vous demandera jamais vos identifiants. Jamais. On vous le demandera pas. Bien sûr. D'ailleurs, normalement, vous recevez des mails de sensibilisation de la part de votre banque en général qui vous dit on ne va jamais vous demander de documents confidentiels. On ne va jamais vous demander d'identifiant personnel. Mais bien sûr. Donc, bien sûr. Si vous recevez un mail de quelqu'un qui se fait passer pour votre banque, votre truc postal. Il y a quelqu'un qui m'a raconté une histoire hier. D'ailleurs, il avait commandé sur Amazon, donc ça tombait bien. Il commande sur Amazon, il reçoit un message qui lui dit votre colis arrive bientôt, cliquez sur le lien. Lui ayant réellement commandé sur Amazon, il a cliqué sur le lien. Donc voilà, il faut faire très attention. En fait, très simplement, ne cliquez pas si vous n'êtes pas sûr. Vérifiez bien la provenance d'un mail. Vérifiez bien comment le mail est écrit. Voilà, il faut faire très très attention. Donc aujourd'hui, c'est comme ça qu'une cyberattaque, il y en a plusieurs typologies. C'est comme ça que la personne peut entrer dans ton ordinateur. Alors ça, il y en a plein des techniques. Typiquement, moi, j'ai pas un profil très technique. Ah oui, donc je saurais pas te dire exactement comment ça se passe d'un point de vue technique. En revanche, oui, il y a pléthore en fait de différentes techniques pour hacker une personne. Le plus classique, c'est le mail de phishing. Le plus classique, c'est vraiment, ils envoient des mails à tout le monde et c'est celui qui mord, celui qui a cliqué, qui lance un petit peu tout. Donc si tu es dans une entreprise, ça peut infecter après toute ton entreprise, c'est pas juste ton ordinateur. Et si toi, tu es tout seul, c'est sur ton ordinateur personnel, et tu as un nombre de données sur ton ordinateur aujourd'hui qui peuvent être récupérées. C'est compliqué. Complètement. Donc, faut comprendre que quand on utilise un ordinateur ou un téléphone,
ça a des risques. Aujourd'hui, il faut être sensibilisé à son utilisation. On ne l'utilise pas n'importe comment. Ok, donc là, c'était pour les cyberattaques. Cybermanipulation? Cybermanipulation, alors c'est un terme, ça dépend de dans quel contexte en fait. Typiquement, hier, on en a parlé de cybermanipulation. On te disait que tu avais des attaquants, des hackers, qui essayaient d'hacker une entreprise, qui ne l'avaient pas réussi pour autant, mais qui parlaient sur Internet et mettaient des screenshots ou des faux screenshots pour dire qu'ils avaient réussi à attaquer une très grande entreprise. Et en fait, aujourd'hui, la perception du public est telle que, même si c'est faux, en fait, le dommage est un peu fait, quelque part. Parce qu'on se dit, c'est une entreprise qui ne s'est pas sécurisée, qui a potentiellement laissé leaker des informations et des données sur ses clients. Nous, on leur fait confiance. Ils n'ont pas mis les moyens nécessaires pour se protéger. Donc, il y a de la manipulation derrière, parce qu'on va un peu manipuler quand même l'opinion du public à croire, en fait, qu'il y a eu une cyberattaque sur une entreprise. D'accord. Ok. Waouh. Cybercrimes, que tu disais, qui sont d'autant plus... en fait, t'en parlais tout à l'heure. Ouais, c'est tout crime, en fait. C'est une cyberattaque, c'est-à-dire le cybercrime, ça va être tout crime qui va être lié, en fait, dans un espace numérique. Une intrusion, en fait, dans un de tes devices, quoi. Alors, ça peut être ça, hein, mais tu vois, le mot cyber, c'est plutôt pour dire... Parce que tu as la cybersécurité, donc tu sécurises, mais le mot cyber, en fait, c'est tout ce qui se passe un peu dans l'espace numérique. Hein. Donc, un cybercrime, ça va être tout crime, quelque chose qui est contre la loi et qui va se faire dans un espace numérique. D'accord, ok. Eh ben, dis donc. En tout cas, tu portes une mission qui n'est pas à prendre à la légère, j'ai envie de dire. Oui, j'imagine que tu as conscience de ça, mais c'est assez important. Oui, c'est un sujet, en fait, où je pense que tout le monde doit prendre conscience qu'il est concerné. C'est ça. Parce qu'aujourd'hui, en fait, on le voit bien, nous, dans notre écosystème de la sécurité ou de la cybersécurité, bien sûr qu'on est conscient et les gens savent ce qu'ils doivent faire, on comprend très bien les implications, on travaille dedans, on est dedans. Mais dans le grand public, aujourd'hui, tout le monde n'a pas conscience, en fait, des dangers et de jusqu'où ça peut aller. Et il faut savoir qu'il y a des entreprises aujourd'hui qui, à la suite d'une cyberattaque, ferment, tout simplement. Ouais, parce que, pour plusieurs raisons, soit on vous a demandé une rançon pour récupérer des données des fichiers clients, vous n'avez pas les moyens de payer la rançon, mais vous ne pouvez pas continuer à produire votre bien, produit ou que sais-je sans votre liste de clients. Donc, en fait, vous êtes obligé de fermer. Il y a des entreprises qui font faillite. Donc, il y a vraiment des problématiques derrière qui sont réelles pour les entreprises, surtout quand c'est des petites entreprises et qu'elles n'ont pas les moyens, en fait, d'essuyer une cyberattaque. Est-ce que demain, tu auras envie d'aller encore plus loin dans la mission que tu portes? Est-ce que tu as des idées de la suite? Est-ce qu'il y a une suite? Est-ce que tu as envie de faire autre chose et de prendre encore plus de place dans cette sphère-là et au niveau de la société? Est-ce que tu as réfléchi un petit peu à la suite? J'imagine que oui. Est-ce qu'il y a des projets dans le pipe? Alors, des projets, oui. L'objectif, c'est vraiment de continuer, en fait, à faire grossir le projet. Hein. Moi, mon rêve, ce serait idéal, ce serait d'avoir 1 à 2 émissions par semaine. Aujourd'hui, on est à 3 par mois. Mais moi, j'aimerais en faire 1 à 2 par semaine, qu'on soit vraiment un rendez-vous qui soit vraiment ancré dans le temps, qu'on en ait 2 par semaine, en tout cas sur le format des tables rondes des experts. Je veux vraiment qu'on se positionne comme étant le média de référence en matière de gestion des risques et de cybersécurité. Et qu'aujourd'hui, quand on a besoin de s'informer sur ces questions-là, on sait très bien et pertinemment que si on va sur Riskintel Media, on aura toutes les réponses dont on a besoin et on aura des experts qui viendront nous expliquer le pourquoi du comment de tels enjeux. Sur la partie risque summit, l'objectif, ça va être effectivement de faire grossir cet événement. Aujourd'hui, on est 300. Moi, j'aimerais bien qu'on puisse monter à 500, 600 et qu'on puisse, par ailleurs, en augmentant le nombre de personnes présentes, augmenter le nombre d'entreprises représentées, augmenter le nombre de professionnels sur place. Donc, vraiment d'en faire un rendez-vous annuel où on sait que, voilà, à Paris, dans le 8e arrondissement, on a ce rendez-vous 1 fois par an et c'est le moment privilégié pour rencontrer ses pairs, c'est le moment privilégié pour discuter, échanger, créer de l'émulsion autour de ces thématiques, potentiellement créer des synergies entre les entreprises. Génial. Donc, ça va être de grossir et de le rendre encore plus périn dans le temps. Super. Donc 2 mois que tu es entrepreneuse à 100%. Oui. Et je finirai avec cette question. Tu sens une différence dans ta vie, dans l'impulsion que tu donnes à ce projet depuis que tu es libre? Oui, absolument. En fait, moi, j'étais persuadée que j'allais gagner du temps. Je m'étais dit, forcément, si je m'enlève un CDI en journée, je vais avoir plus de temps pour moi. Non. J'ai moins de temps. Donc, je me suis posé la question. Mais comment est-ce que voilà. Et je me suis posé la question. Je me suis dit, mais comment c'est possible? En fait, c'est pas possible. Je viens d'enlever 6-7 heures par jour. Oui. Comment c'est possible? Mais en fait, quand tu te retrouves dessus, tu prends plus de choses. Et ça, j'avais pas anticipé ça. Je m'étais dit, super, maintenant je vais avoir mes soirées de libre ou que sais-je, mes week-ends de libre. Non, en fait, maintenant, quand t'es à 100% dessus, tu te dis, je vais encore faire ça. Et je vais avoir une nouvelle idée, je vais faire ceci. Et je vais rajouter ça. Et je vais rajouter encore plus de clients. Je vais aller encore plus loin. Et en réalité, on se donne tellement plus
que je travaille plus. Parce que j'ai eu plus de clients, parce que j'ai eu plus d'opportunités, parce que j'ai eu plus d'idées. Et ça, pour le coup, mon conjoint me l'avait dit. Il m'avait dit, tu vas voir, quand tu seras plus en CDI, tu vas avoir 50 millions de nouvelles idées. Et en réalité, il avait raison. C'est-à-dire qu'en ayant cette liberté, en ayant cette possibilité pour moi, en fait, de voir un peu plus loin, et je me suis trouvé de nouveaux projets en complément à rajouter dans l'entreprise. Donc, toute ton énergie va là-dedans. Exactement, toute mon énergie va là-dedans. Donc, je me sens plus libre, pas moins occupée. Je me sens plus libre, pas moins occupée, mais effectivement, je pense qu'il y a une sorte de rage peut-être plus forte, parce que là, on se dit, il faut que l'entreprise réussisse. C'est plus un hobby, évidemment. C'est pas à côté. Absolument. Là, il y a un business derrière, il faut que ça fonctionne, il faut que ça rapporte et il faut que ça marche. Bien sûr. Là, tu es dans la prise de risque totale. Exactement. Et puis tous les deux en plus dedans. Voilà. Donc oui, absolument. Génial. Écoute, c'était vraiment génial, super intéressant. Ça me donne envie vraiment, sincèrement, d'aller voir les émissions sur les sujets qui pourraient potentiellement m'intéresser pour en découvrir davantage. Je trouve que c'est très, très intéressant et je pense que c'est effectivement important qu'on s'y intéresse de plus en plus puisque, quoi qu'on dise, on a aussi notre part de responsabilité de s'informer et du coup de faire attention à ne pas prendre de risques inutiles, en fait, à ne pas se mettre à risque. Tout à fait. Mais écoutez, moi, ce que je te dirais, ce que je dirais au public qui nous écoute, c'est si vous connaissez les thématiques, n'hésitez pas à venir nous voir. Et si vous ne connaissez pas les thématiques, n'hésitez pas également à venir nous voir. Vous allez être surpris de voir que ça vous concerne également et que ça concerne vraiment tout le monde. Complètement. Ce n'est pas fini. Nous avons 3 questions rituelles à la fin de chaque épisode, dans lequel je pose toujours les mêmes questions à mes invités. Donc, première question, c'était quoi ton rêve de petite fille ? Alors moi, j'en avais 2. Oh non. J'en avais 2. Alors moi, je suis née en Algérie. Et quand j'étais petite, j'aimais bien dire à tout le monde que je voulais être la première femme présidente d'Algérie. Encore une, tu veux être présidente, c'est pas possible. Donc il y avait celui-là. Et le second, mon père est médecin et cardiologue. Et moi, mon père, c'est une personne que je respecte profondément. Et j'ai toujours aimé ce qu'il faisait. Je trouve vraiment que la médecine, c'est un beau métier. Malheureusement, je ne l'ai pas faite. J'aurais bien voulu. Mais typiquement, moi, c'est un métier qui m'a toujours fait rêver. Et donc, quand j'étais petite, je voulais être cardiologue comme mon père. Et je demandais à tout le monde de m'appeler Docteur Douadis. C'est trop drôle. Donc, si tu m'avais demandé vraiment plus jeune, c'était vraiment d'être cardiologue comme mon père. Je le vois aider des gens. Et en fait, je vois l'impact immédiat de son métier. À la fin de la journée, lui, il peut rentrer à 2h du matin et te dire « j'ai sauvé des vies ». Ouais. Tu vois, et quand tu lui dis « il est 2h du matin », il dit « oui, mais moi, je sauve des vies ». Tu sais, quand tu dis à quelqu'un « mais c'est bon, arrête de travailler, t'es pas en train de sauver des vies ». Ouais, là, tu peux pas le dire. Voilà, et je trouve que c'est vraiment un métier, pour le coup, qui est incroyable. Les infirmiers aussi, hein. Moi, je fais une petite digression, mais big up pour les infirmiers, parce que moi, je me suis déjà retrouvée à aller à l'hôpital, et franchement, c'est incroyable le métier qu'ils font, c'est eux qui te maintiennent en vie. Moi, j'avais des infirmiers qui étaient là pendant 3 jours d'affilée pour me sauver la vie. C'est pas des métiers simples, mais c'est des métiers tellement gratifiants. Je pense qu'on leur dit pas assez merci. Pardon ? Tu racontes un truc là en mode soum-soum, non, j'avais eu une pneumonie il y a quelques années. D'accord. Truc horrible. Et la pneumonie, à un moment donné, tu peux plus respirer, quoi. Et donc, je vais aux urgences, et donc on me fait rentrer dans l'hôpital, et j'y ai passé 5 jours. Et en fait, tu peux plus respirer pendant 5 jours. Et pendant 5 jours, que ce soit à 3h du matin, à 6h du matin, à 14h, à 10h, t'avais des infirmiers qui passaient toutes les 2 heures, faisaient des prises de sang, s'assuraient que t'étais en vie. C'est incroyable. Honnêtement, c'est incroyable. On se rend pas compte du métier qu'ils font. C'est pas rien. Ils s'assurent que tu restes en vie, mais ils viennent te voir toutes les 2 heures, quoi. Donc, moi, je trouve que c'est les métiers de la santé comme ça. Les médecins, les infirmiers sont des métiers incroyables. Donc, moi, quand j'étais plus petite, en tout cas, voilà, je voulais être médecin. Trop bien. Très, très, très joli, en tout cas, d'avoir aussi ton père qui t'inspire. Ouais. Je trouve ça très beau. Tout ce côté famille chez toi m'inspirait énormément. Je trouve ça très, très beau, très sain. Très beau, bref. Deuxième question. Est-ce que tu as un mantra, une philosophie de vie ? Oui. Moi, j'en ai une. Ne jamais regarder ses concurrents. Ne jamais regarder à droite et à gauche. C'est une perte de temps qui est inconsidérable. Et ça, je l'avais entendu je sais plus si c'est Jeff Bezos ou Elon Musk qui l'avait sorti. Le temps que vous passez, en fait, à regarder ce que fait votre concurrent, c'est du temps que vous ne passez pas à innover, à faire mieux, à faire propre. Parce que vous êtes tellement focus sur le fait qu'il va peut-être vous dépasser, qu'il va peut-être faire mieux, qu'il va peut-être vous copier, que sais-je, que vous n'innovez pas. En fait, vous regardez pas quelque chose de nouveau. Et moi, en tout cas, l'un de mes mantras en business, en travail, de façon générale, c'est de me dire, je ne me focus pas sur ce que les autres font, je ne me focus que sur moi je fais.
Et c'est pas parce que quelqu'un réussit que ça t'enlève quelque chose à ton assiette. On peut tous réussir. Je pense que le marché est assez grand pour tout le monde. Il faut pas avoir en fait cette approche où tu scrutes constamment ton concurrent. Déjà, ça va te rendre aigri. En plus, tu perds un temps fou et surtout, tu n'innoves pas. Il faut regarder ailleurs. Il faut se concentrer sur ce que tu sais faire. Il faut se concentrer à être meilleur soi-même et être content pour les autres quand ils réussissent. Moi, je ne pense pas que les concurrents... Parce que parfois, j'ai l'impression que sur certains marchés, certaines entreprises, il y a des concurrences un peu malsaines. Je pense pas que ça... Pour moi, ça n'a pas lieu d'être et il faut se concentrer sur soi, sur son business, sur son travail, faire quelque chose de propre, faire quelque chose à la hauteur de ce qu'on veut, faire quelque chose qui nous plaît et que les autres fassent ce qu'ils veulent, quoi. Et qui nous ressemble. Surtout. C'est ça. Ok, super. Dernière question. C'est quoi pour toi être la locomotive de sa vie ? Alors, je sais pas si c'est moi ce que ça m'inspire, en tout cas, quand tu me poses cette question. Pour moi, être la locomotive de sa vie, c'est avoir la paix d'esprit. Avoir la paix d'esprit ? Ouais. Ok. Quand j'étais petite, mon père me disait un jour tu travailleras et tu feras peut-être de l'argent. Et fais attention à ne pas toujours passer ta vie à courir après l'argent parce que il y a un salaire au-delà duquel le plus ne sert plus à rien. Autrement dit, tu manges aussi bien que le plus millionnaire du millionnaire. Il a acheté les mêmes pommes, il a acheté les mêmes bananes, il a acheté la même viande. Tu dors sur un très très bon matelas, c'est le meilleur matelas qui existe. Tu écoutes la meilleure musique, tu as un bel appartement. Donc il y a un salaire au-delà duquel c'est que de l'argent accumulé. Il ne faut pas passer sa vie à courir après l'argent parce que ça ne sert à rien. Et mon père me disait, il y a une chose d'importante dans la vie, c'est la paix d'esprit, c'est dormir tranquillement. Quand tu arrives à faire une nuit complète. Parce que tu n'as pas de problème, parce que tu ne stresses pas, parce que tu es entouré de gens sains, parce que toi, tu es quelqu'un de sain, parce que toi, tu as des bons objectifs dans la vie. La paix d'esprit. Si tu veux être bien dans ta vie, être locomotive, être moteur, il faut avoir la paix d'esprit. Il faut être sain dans sa vie, dans sa tête. C'est beau. En tout cas, voilà, mon père a de très bons conseils. Hein. Je vous le conseille, il est vraiment incroyable. Mais on va le faire venir au micro de locomotive, ton père. C'est ça, je pense qu'il faut le ramener. T'aurais pu venir avec lui quand même, Yasmine. Vraiment, moi, c'est ma plus grande inspiration. C'est lui que j'appelle à 6h du matin pour lui poser des questions. Ah non, mais c'est trop beau. Et il est debout en plus à 6h du matin pour me répondre. Mais voilà, moi, quand il m'avait dit ça, il me l'avait dit quand j'étais petite, il me l'a dit quand j'ai commencé à travailler. Il m'a dit de ne pas faire, en fait, l'erreur de penser que ta vie doit tourner autour du fait qu'il faut gagner de l'argent, amasser de l'argent. L'argent ne va pas te rendre plus heureux, ne va pas te faire dormir mieux. Tu peux, par exemple, être millionnaire et être tellement angoissé, tellement malheureux, tellement mal dans ta vie que tu ne dors pas. Et je m'en suis rendu compte quand j'ai commencé à bosser et que je me suis rendu compte que c'était très stressant. Parce qu'être entrepreneur, c'est très angoissant, très stressant. Quand même. Et ce que je te parlais tout à l'heure, d'entre 2h et 5h du matin. Et je me suis rendu compte de la chance qu'on peut avoir de dormir le soir, paisiblement.